De l'assurance auto du Québec se rend, elle aussi, à l'évidence. Les coussins gonflables recyclés par une entreprise de Québec sont dangereux. La SAAQ lance donc un deuxième rappel, mais personne ne sait qui devra payer pour le remplacement de ces milliers de coussins à la poudre de canon. Ça, c'est le déploiement d'un coussin gonflable d'origine. Et ça, c'est le déploiement d'un coussin gonflable reconstruit par la compagnie Coussin Gonflable de Mers. Les ingénieurs qui ont effectué une série de tests sur une vingtaine de coussins gonflables en viennent à la conclusion qu'ils représentent un danger important de blessures pour les occupants lors de leur déploiement, un danger réel d'explosion et même que les conducteurs pourraient subir des blessures mortelles. Pourtant, au Canada, près de 8000 automobilistes se promènent toujours avec ces bombes à retardement. Au Québec, on en compte 5000, mais seulement 238 coussins gonflables ont été rappelés. La raison est simple, la SAAQ ne peut joindre directement les propriétaires de coussins gonflables reconstruits. Elle doit passer par les carrossiers ou les concessionnaires. Nous allons les inciter à nouveau, dans le fond, vraiment faire tout le nécessaire pour retracer les propriétaires des véhicules, c'est-à-dire les véhicules dans lesquels ils ont installé ces coussins. Mais les carrossiers ne se sentent pas pressés d'agir. Parce que je ne verrais pas l'intérêt des carrossiers, même s'ils sont de bonne foi et qu'ils veulent vraiment faire leur travail, commencer à rembourser 45-50 000 $ de coussins gonflables aux personnes à qui ont vendu des coussins, alors que ces coussins-là n'auraient jamais dû être sur le marché. Et la SAAQ, de son côté, n'a pas l'intention de payer. Nous avons toujours invité les gens à s'en référer à leur assureur ou au commerçant duquel ils ont acheté leur véhicule. En attendant de savoir qui va payer, si vous voulez vous assurer que votre véhicule est muni de coussins gonflables d'origine, vous devez vous rendre chez un carrossier ou encore chez votre concessionnaire. Julie Marcoux, Radio-Canada, Québec. L'individu qui était au volant lors d'une fusillade hier matin, autoroute 410 à Morrisburg, en Ontario, a comparu aujourd'hui. Il s'agit de Marc Bouffard, 27 ans, qui a été accusé d'entrave au travail d'un policier, de méfaits publics, ainsi que d'avoir donné une fausse identité. Son comparse, Daniel Lamère, a été abattu par les policiers lors de l'opération. Les deux individus seraient liés au monde des motards. Bouffard serait relié aux nomades de l'Ontario, eux-mêmes affiliés aux Hells Angels. Quant au policier blessé, il a obtenu son congé de l'hôpital. Et prenez note que le réseau de l'information ne diffusera pas demain le documentaire L'Attentat sur la tentative de meurtre contre le journaliste du Journal de Montréal, Michel Auger. La direction dit vouloir éviter tout geste qui pourrait nuire au processus judiciaire en cours. De nombreux Hells Angels sont actuellement en procès et font face à des accusations de meurtre et de trafic de drogue. Un rapport de recherche d'1 demi-million de dollars introuvable à Ottawa. Le conseiller en sécurité financière. Mon déplacement. L'assurance prêt vous aide à vivre en toute tranquillité. Parce qu'en cas d'invalidité ou de décès, elle rembourse vos... Un rapport de recherche d'1 demi-million de dollars est introuvable à Ottawa, et évidemment un demi-million de dollars payé par les contribuables canadiens. Alors, ironiquement, ce rapport invisible portait sur la visibilité du gouvernement fédéral. Et ce contrat a été accordé lorsque Alfonso Galliano était ministre. Des centaines de services offerts. Depuis quelques années, le gouvernement fédéral souhaite être plus visible, notamment au Québec. Ou nous visiter au canada.gc.ca. Résultat, une pluie de contrats de publicité et de commandites. En 1998, Groupe Action, une firme de publicité de Montréal, reçoit un important contrat du ministère d'Alfonso Galliano pour produire un rapport qui doit choisir les événements offrant les meilleures garanties de visibilité pour le fédéral. Valeur du contrat, 550 000 $. Le problème, comme nous l'apprend le Globe, c'est que le gouvernement a bel et bien payé les 550 000 $ à Groupe Action, mais personne, ni à l'agence de publicité, ni au ministère des Travaux publics, ne peut retracer le rapport. Il a disparu. Le ministre des Travaux publics peut-il nous dire s'il trouve normal que son ministère soit incapable de retracer une étude qui nous a coûté les yeux de la tête?
Je suis d'accord avec le député que les documents devraient toujours être disponibles à ce jour. Inacceptable, reconnaît le nouveau ministre des Travaux publics, qui affirme cependant que le rapport existe, qu'il a été déposé en février 1999 à Chuck Guité, un haut fonctionnaire qui a pris sa retraite depuis. Lui accordait un certain nombre de contrats à des amis du régime qui finançaient un certain nombre de festivals, mais les festivals devaient passer par les amis du régime pour avoir la commandite. C'est ça qui se passait, tout le monde le sait. Groupe Action a reçu un autre contrat, presque identique en 1999. Un contrat de 575 000 $ cette fois, pour évaluer le potentiel de visibilité, mais lors d'événements sportifs. Dans ce cas-ci, un rapport a été trouvé. Est-ce que ce rapport valait les 575 000 $? Le nouveau ministre hésite à se prononcer. Vous savez, le montant de recherche qui a été fait pour chaque rapport, etc., tel qu'évalué des années plus tard, je ne suis pas sûr que je peux en faire une évaluation. Selon Raïm Jaffer, député de l'Alliance canadienne, cette histoire est tellement invraisemblable et grave qu'il demande à la GRC de faire enquête. Patrice Roy, Radio-Canada, Ottawa. Bombardier Transport a conclu un nouveau contrat de 1,5 milliard de dollars avec la compagnie britannique Govia. Bombardier va livrer 460 trains électriques Electrostar. Il va fournir des pièces et le soutien technique pour le parc de 700 rames semblables que possède la compagnie. Une commande initiale de 449 millions pour 240 automotrices Electrostar avait été passée par Govia à Bombardier en septembre dernier. Les trains Electrostar seront fabriqués à l'usine Bombardier Transport à Derby, en Grande-Bretagne. À Winnipeg, les travailleurs de MCI Motor Coach Industries ont rejeté, dans une proportion de 57 %, l'offre finale du fabricant d'autobus. L'entreprise menaçait la semaine dernière de déménager sa production d'autobus aux États-Unis si ces 1300 travailleurs n'acceptaient pas un gel salarial de 3 ans. La tactique est perçue comme de l'intimidation par bon nombre d'ouvriers. MCI n'a pas offert de commentaires clairs aujourd'hui sur l'avenir de l'usine de Winnipeg. Et puis l'usine de textile CS Brooks de Sherbrooke va fermer ses portes le 3 juin prochain. 320 travailleurs se retrouvent sur le carreau. Les ventes de l'usine ont chuté de 20 % depuis un an. Une mauvaise acquisition faite en Australie explique les déboires de l'entreprise. Le président de CS Brooks et 2 entrepreneurs de Sherbrooke et Magog ont discuté de la relance de l'usine avec Investissement Québec, mais la démarche n'a rien donné. Parmi les employés, plusieurs comptaient plus de 20 ans d'ancienneté. En Alberta, la lune de miel entre le gouvernement Klein et les enseignants a été de courte durée. Le projet de loi qu'a déposé le ministre de l'Apprentissage pour régler le litige entre la province et les enseignants déçoit amèrement le syndicat. Les arbitres ne se pencheront que sur les salaires et pas sur la tâche, la charge de travail. Et le droit de grève des enseignants sera suspendu pendant 18 mois. Un projet de loi controversé que le gouvernement veut adopter en vitesse. Le leader du gouvernement en Chambre a recours à une procédure spéciale pour restreindre les débats à 3 heures. Le projet de loi sur l'arbitrage dans le conflit des enseignants pourrait donc être adopté dès mardi ou mercredi, malgré toute l'opposition qu'il suscite. Le gouvernement suspend le droit de grève des enseignants pour 18 mois, le temps que le contrat issu de l'arbitrage sera en vigueur. Un contrat qui portera seulement sur les salaires et non sur les conditions en classe. C'est tout le contraire de ce que demandaient les enseignants, mais le premier ministre Ralph Klein se défend bien de vouloir les punir ou d'avoir été de mauvaise foi. Des représentants syndicaux de l'ensemble de la province se sont réunis ici, à leur quartier général, pour déterminer comment réagir au projet de loi du gouvernement Klein. Ils seront particulièrement prudents avant de faire des commentaires parce qu'ils se sont réjouis trop rapidement la semaine dernière après la rencontre entre le premier ministre Klein et le président du syndicat. Je pense qu'ils nous ont finalement donné la chance de se tenir droit. Puis une fois qu'ils nous voyaient bien, là, une bonne claque au visage, non, vous ne recevrez rien. Puis finalement, ce qu'ils nous disent, c'est « vous ne gagnerez pas ». La semaine dernière, on pensait que la paix était en voie d'être conclue. Les chefs des partis d'opposition considèrent que le premier ministre Klein a brisé ses promesses aux enseignants. The government has broken faith with the teachers. And stabbed Mr. Boy in the back and the teachers. Le syndicat des enseignants étudie maintenant la possibilité de retourner en cours, cette fois pour contester la loi 12. Dominique Trottier, Radio-Canada, Edmonton.
Le Collège universitaire de Saint-Boniface met sur la glace, comme on dit, son projet d'université associée. Donc, pas question pour l'instant de se désaffilier de l'Université du Manitoba. Né dans la controverse il y a 3 semaines, le projet était vertement critiqué par les enseignants et les étudiants. L'Association des professeurs jugeait le délai de consultation trop court et le projet imprécis. Les gouverneurs du Collège universitaire de Saint-Boniface s'accordent un temps de réflexion additionnel avant de proposer à nouveau le projet. Les ministres et dignitaires manitobains ne pourront plus bénéficier de l'avion ambulance de la province pour leur déplacement, du moins pas avant la fin d'une enquête sur des événements survenus vendredi. Voici. Un nouveau-né de Flin Flon dont l'état de santé nécessitait un transport d'urgence vers Winnipeg a dû attendre plusieurs heures parce que l'appareil était utilisé par le lieutenant-gouverneur. La mère du petit Ryan Ratchuk en a gros sur le cœur. Elle est fâchée parce que le transport d'urgence par avion du petit Ryan a été retardé de plusieurs heures vendredi dernier pour permettre au lieutenant-gouverneur de revenir à Winnipeg. Je suis en colère. On m'a dit que je perdrais mon enfant, dit-elle. Dès sa naissance, on a su que le bébé ne se portait pas bien. Le père et la mère n'ont pas pris de chance. Ils l'ont fait baptiser. Son cœur était 3 fois plus gros que la normale et il avait des taches bleues sur sa peau et sur ses organes internes. L'avion ambulance de la province a aussitôt été appelé pour se rendre à Flin Flon. L'équipe médicale de l'avion est restée sur les lieux pour stabiliser le bébé, pendant que l'appareil se dirigeait vers le pas pour amener le lieutenant-gouverneur à Winnipeg. Mais dû aux mauvaises conditions de la météo, l'avion a dû attendre au sol avant de retourner à Flin Flon. Peter Liba est arrivé dans la capitale vers 22 h vendredi soir. 4 heures après, le bébé et son père arrivaient. Le gouvernement dit que le lieutenant-gouverneur n'a jamais été mis au courant de la situation. Les politiciens savent que les patients ont la priorité et à 7 reprises déjà, certains ont dû céder leur place aux patients. Le bébé repose toujours dans un état critique à l'hôpital pour enfants de Winnipeg. La famille dit qu'il faut de meilleures procédures d'urgence pour le Nord. Et justement, même si le protocole a été suivi, la situation n'est pas normale, dit le gouvernement. Selon le ministre des Services gouvernementaux, Steve Ashton, il faut revoir les règles d'utilisation de ces appareils. Mais d'ici à ce que l'étude soit terminée, les avions ambulances ne serviront qu'au transport des patients. Patricia Chagnon, Radio-Canada, Winnipeg. L'animateur Simon Durivage sera de retour à Radio-Canada à compter du mois d'août prochain. Il va animer l'émission de Retour à la maison en fin d'après-midi à la radio de Radio-Canada à Montréal. La télévision lui confie également l'animation d'une émission d'affaires publiques hebdomadaire. Simon Durivage ne présentera plus le bulletin de fin de soirée à l'antenne de TVA dès ce soir. Le faisceau lumineux du World Trade Center, l'œuvre d'une firme d'Edmonton. Au cœur ici est relativement en bonne santé, mais aussi que le salut du patrimoine forestier québécois ne passe pas par une plus grande intervention de l'État. J'ai pris un petit avion, j'ai survolé le lac Vaudry pour aller voir ce que la compagnie faisait. Je me suis demandé si c'était normal qu'on déboise d'aussi grandes surfaces. Il y a 2 ans, le poète et chanteur Richard Desjardins lançait un véritable pavé dans la mare de la foresterie québécoise. Selon lui, la forêt boréale du Québec est surexploitée, au bord de ce qu'on appelle une rupture de stock. Cette fois, c'est au tour de l'Institut économique de Montréal de cracher dans la soupe des écologistes. On ne croit pas, contrairement à ce qu'a affirmé Desjardins et d'autres, que la forêt est victime d'un pillage généralisé. En 1998-99, à peine 0,5% de la forêt publique québécoise a été coupée. C'est moins que ce que les insectes et les feux de forêt ont rasé cette année-là.
Le chercheur admet cependant que la gestion de la forêt publique québécoise n'est pas parfaite. Ce qu'on dit à M. Desjardins et à d'autres, écoutez, c'est pas vrai que le salut passe par une intervention accrue du ministère de l'Environnement. On a l'avenir de la forêt à cœur autant que vous, mais on croit qu'on devrait s'inspirer de ce qui fonctionne à l'étranger. Ce qui fonctionne, c'est pas ce que vous nous recommandez, au contraire. L'Institut économique de Montréal suggère plutôt une privatisation partielle de la forêt publique du Québec, le temps de démontrer que le secteur privé peut faire mieux que le public. Ce que les expériences étrangères nous enseignent, c'est que lorsqu'on peut comparer d'un côté la gestion publique et de l'autre la gestion privée, notamment aux États-Unis, on se rend compte que le secteur privé fait, règle générale, les choses mieux et pour beaucoup moins cher. Et dans la mesure où ce principe-là semble s'appliquer aussi en Suède, en Finlande et dans d'autres pays, on se dit, au moins, donnons la chance au privé, privatisons une portion des forêts québécoises, et puis on verra à ce moment-là qui en fait le meilleur usage et à quel coût. Le chercheur en a pour preuve la Suède, qu'on cite abondamment en exemple au Québec. Le rendement de la forêt suédoise serait 3 à 4 fois plus élevé qu'au Québec. Or, en Suède, la forêt publique représente 5 % du couvert forestier, alors qu'ici, au Québec, 87 % de la forêt est publique. Claude Fortin, Radio-Canada, Matane. L'Alberta abandonne son projet de construction du barrage Méridien sur la rivière Saskatchewan-Sud. Le ministre de l'Environnement, Lorne Taylor, se range aux conclusions d'une étude de faisabilité qui estime beaucoup trop élever les coûts du projet. L'étude soulève par ailleurs de sérieuses inquiétudes quant à l'impact négatif du projet sur l'environnement. Le projet de construction du barrage Méridien avait été relancé l'été dernier afin de régler le problème de sécheresse chronique que connaît le sud de la province. À Vancouver, la famille et les amis de Serena Abotsway lui ont rendu un dernier hommage lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en la cathédrale Holy Rosemary. Serena est l'une des 2 femmes disparues du Downtown East Side dont la mort a été confirmée par les policiers dans l'affaire de Port Coquitlam. Hier, les policiers ont rencontré pour la première fois les familles des femmes disparues. Ils voulaient leur montrer des photographies d'objets qui ont été trouvés lors des fouilles sur la ferme. Ils espèrent ainsi faire avancer leur enquête. 6 mois après les événements du 11 septembre, on a recréé dans le ciel de New York les 2 tours jumelles du World Trade Center, histoire de rappeler aux gens tous ceux qui ont disparu. Pendant 32 jours, ces tours virtuelles de lumière vont rester allumées de la tombée du jour jusqu'à 23 heures le soir. Cet hommage en lumière est l'œuvre d'une petite compagnie d'Edmonton qui a du même coup décroché le plus gros contrat de son histoire. À gauche et à droite, quelques lumières dansent, mais dans l'ensemble, c'est le calme plat chez Space Cannon Illumination. Les employés ont disparu d'Edmonton, mais attention, tels des magiciens, ils font leur apparition à New York, leur but, en mettre plein la vue. Ces faisceaux lumineux, ce sont les leurs. La petite compagnie albertaine a la lourde tâche de recréer les 2 tours du World Trade Center en lumière, tout un honneur et un défi selon la propriétaire de la compagnie. It will consist of 2 locations very close together of 44 fixtures. Pour y arriver, 88 canons lumineux dispersés sur 2 emplacements sont nécessaires. Leurs rayons éclairent le ciel de New York sur plus d'1 kilomètre. Chaque faisceau a l'intensité de 950 millions de chandelles. Comme celui-ci. Voilà le type d'ampoule utilisé. Loin de ce qu'on retrouve à la quincaillerie, ce tube a une puissance de 7000 watts, un éclairage hors du commun, mais qui n'a rien de sorcier selon Alex Tenner, un collaborateur chez Space Cannon Illumination. La lumière touche les côtés, et il y a un réflecteur et ça projette en haut. Alors pourquoi Space Cannon Illumination d'Edmonton a-t-il obtenu le contrat? C'est simple, la propriétaire est la seule distributrice de cette technologie italienne en Amérique du Nord. Ce contrat de près d'1 demi-million de dollars américains est le plus gros de l'histoire de l'entreprise, mais Space Cannon Illumination a déjà fait sa marque au niveau international. C'est elle qui illuminait les Jeux de Salt Lake City et bien d'autres événements à travers le monde. Quant aux rayons qui éclairent le ciel de Manhattan, ils demeureront visibles jusqu'au 13 avril. Question de ne pas oublier l'horreur du 11 septembre, mais surtout de dire un dernier au revoir aux 3000 victimes. Yvan Côté, Radio-Canada, Edmonton. À surveiller demain au réseau de l'information, 10h30, la conférence de presse de l'Association canadienne des policiers qui représente 29 000 membres. 14h, reprise des travaux à l'Assemblée nationale à Québec. Et 19h30, mon collègue Pierre Maisonneuve reçoit le chef du Parti libéral du Québec, Jean Charest.
Alors, nous vous avons présenté le Canada aujourd'hui de ce 11 mars. Ici, Marius Brisson à Montréal. Madame, Monsieur, merci beaucoup d'avoir été là. Demain à l'heure habituelle, 22h30.